Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling, Harrison Ford et réalisé par Denis Villeneuve. Et bonne nouvelle parce que dans une trentaine d'années, Peugeot sera leader mondial de l'automobile. Et donc oui, c'est une critique à l'arrache et pas une critique critiquable, tout simplement parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit je vais faire un truc à chaud, je vais pas aller trop loin dans les détails, je vais faire sans spoil, parce qu'une critique critiquable, si j'en fais une, il faut que je revoie le premier Blade Runner et je peux vous dire qu'il faut que je regarde au moins 2-3 fois voire beaucoup plus, le nouveau, là, le 2049, parce qu'il y a tellement de choses à raconter que je peux pas vous balancer une vidéo de 4-5 minutes où dans la forme, ok, c'est rigolo, mais dans le fond, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Donc voilà, je vous fais une critique à l'arrache, j'ai des choses à dire, évidemment, mais ça ira moins loin que si je faisais une grosse analyse, parce que ce film a besoin d'analyse, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Il est très riche, et il est juste génial. Pour l'histoire, ça se passe quelques décennies après le premier Blade Runner qui était réalisé par Ridley Scott. Donc ce qui se passe, c'est que on a à nouveau des réplicants, sauf que ces réplicants sont beaucoup plus dociles, on arrive à les manier, et donc il faut buter finalement les réplicants les modèles précédents. Et donc il y a encore des Blade Runner qui sont là pour buter ces réplicants. Et Ryan Gosling qui joue un réplicant va se rendre compte que son existence est beaucoup plus compliquée. D'ailleurs tout le film est compliqué, hein, ça te met sur des fausses pistes constamment, si bien que tu te retrouves très con quand on te livre finalement la vraie réponse. Voilà, ça va me permettre de commencer par l'écriture de ce film, parce que c'est juste incroyable, c'est-à-dire que ok, il dure 2h40, ok, dans la narration, on retrouve cette narration que tu avais dans le premier Blade Runner, mais je trouve qu'elle est plus maîtrisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les scènes, mais vraiment toutes, hein, toutes les scènes ont un intérêt, toutes les scènes ont un but, toutes les scènes te parlent d'un truc. On va te parler de transhumanisme, on va te parler de la limite de l'intelligence artificielle, on va te parler de ce qu'est un humain, on va te parler de cette société de consommation, on va te parler de ce monde pollué, enfin, il y a tellement de choses, tellement de richesses dans les thématiques abordées, et pas juste... C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des moments tu vas juste avoir une petite référence, comme ça, une petite scène de 5 minutes, et avec ces 5 minutes, eh ben, tu prends le temps de réfléchir à ce qu'on te balance, tu prends le temps de réfléchir à ta société. La science-fiction, c'est réflexif à notre société, c'est réflexif à la société actuelle, la société dans laquelle on vit. Et ça, Denis Villeneuve l'a bien compris. C'est pour ça qu'il y a des choses qui diffèrent du premier Blade Runner. C'est parce que les sociétés ont évolué aussi. Et on voit finalement la décadence qui part de plus en plus loin, quoi. Donc voilà, chaque scène est intéressante. Donc du coup, tu sens moins ce moment, comment dire, ce manque de, enfin ce problème de rythme que j'avais dans Blade Runner, le premier. Il faudrait que je le revoie le premier parce que peut-être que mon avis change aujourd'hui évidemment. Mais voilà, toutes les scènes sont intéressantes. C'est 2h40 avec le rythme similaire à celui de Blade Runner, donc un rythme très lent. Ne vous attendez pas à un blockbuster, hein, je suis sûr qu'on... J'ai pas beaucoup vu les bandes annonces, mais je suis persuadé qu'on te vend ça comme un truc où ça va faire boum boum dans tous les sens. Un peu comme à la manière de la planète des singes, sauf que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas la... C'est comme la planète des singes, quoi, ça parle beaucoup. Et donc, voilà, on a ce côté lent, très très lent dans la narration, et qui est accompagné par la musique de Hans Zimmer qui rappelle Vangelis, donc la première, la bande originale du premier film. C'est différent, c'est-à-dire que là on a autre chose, c'est beaucoup plus minimaliste, hein, j'ai l'impression. Ça c'est le côté de Denis Villeneuve, hein, quand on écoute celle de Premier Contact, c'est très, très minimaliste. Et donc oui, on se retrouve avec une narration très lente qui explique beaucoup de choses, qui te fait prendre conscience de plein de choses sur ta société et qui de toute manière raconte une histoire qui est très intéressante. Le côté romancé, la romance que le répliquant entretient avec son intelligence artificielle, elle est super intéressante. Et moi ça m'a rappelé aussi un peu le film Her, où s'arrête finalement l'amour. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une intelligence artificielle qui fait tellement vrai, quoi? Et il y a des petits moments d'humour aussi, mais plutôt cynique. C'est assez cynique en fait. Notamment quand Harrison Ford débarque, hein, tout de suite, bon ben voilà, il cabotine un petit peu comme il a l'habitude de faire depuis 40 ans. C'est assez différent finalement du premier Blade Runner. Même dans l'esthétique, c'est pas un remake de Blade Runner. Denis Villeneuve instaure sa patte. Il y a beaucoup de courbes, il joue beaucoup sur les courbes, il joue beaucoup sur les caractères lisses. Là où dans le premier Blade Runner, on était plus sur des choses carré, symétrique, etc. Bien sûr, on retrouve le principe de symétrie parce que tout est carré, tout est ordonné dans une ville en surpopulation totale.
Mais voilà, c'est beaucoup plus épuré en fait finalement chez Denis Villeneuve. Et j'ai trouvé ça super intéressant quoi. Alors après la question de la couleur, elle est super importante dans Blade Runner et du coup dans Blade Runner 2049 aussi. Mais comme je vous le dis, je ne l'ai vu qu'une fois, donc je vais pas développer sur la couleur. Notamment parce qu'il y a un truc qui me... On est dans du gris bleu et beaucoup de jaune. Parce que le jaune, si je dis pas de conneries, ça représente la bureaucratie, le pouvoir en fin de compte. Mais d'un autre côté, on retrouve le jaune quand on rencontre Harrison Ford. Donc pourquoi le jaune est instauré à cet endroit-là? Et pourquoi à un moment on se retrouve avec du bleu, avec un plan totalement bleu sur Ryan Gosling, alors que jusque-là on était dans du gris bleu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes à mon avis à raconter sur la couleur dans ce film comme dans le premier, évidemment. Mais voilà, Denis Villeneuve n'est pas en train de vous faire oui, bon, bah, je vais faire comme Blade Runner, c'est-à-dire que même dans l'esthétique, on te montre que ça appartient à l'univers Blade Runner, mais on veut bien te faire comprendre que Denis Villeneuve est allé plus loin. C'est-à-dire que même dans le travail de l'espace, on se retrouve avec beaucoup plus de régions finalement de la Californie, je crois. Et il y a aussi un peu le Nevada du coup. Et donc, moi, j'ai adoré, quoi. Je me suis dit, le mec se fout pas de notre gueule. Le mec a compris l'œuvre d'origine, qui est elle-même adaptée d'un bouquin de Philippe K. Dick. Hein. Je crois que ça s'appelle pas Blade Runner, ça s'appelle Les robots rêvent de moutons électriques, si je dis pas de conneries, hein, il me semble que c'est celui-là. Et donc, voilà, Denis Villeneuve a fait son Blade Runner. C'est ce que je disais avec un pote quand je suis sorti de la salle, enfin voilà, quand je suis allé discuter avec un gars, avec un pote, et je lui ai dit, je pense que si Ridley Scott avait réalisé le film, on serait peut-être pas à la hauteur de ce film en fait. On serait peut-être pas à la hauteur de ce que Denis Villeneuve a fait. Parce que quand je vois ce que fait Ridley Scott aujourd'hui, je crois bien qu'en fait il aurait fini par totalement dénaturer ce qu'il avait fait, un peu, avec ce qu'il fait, un peu avec ce qu'il fait avec Alien quoi. Je pense qu'il serait trop rentré dans le fanservice, qu'il n'aurait pas été inventif, là où Denis Villeneuve veut vraiment créer une œuvre à part entière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de voir le premier Blade Runner. Même si il faut bien avouer que quand tu as vu le premier Blade Runner, il y a des choses que tu comprends beaucoup mieux. Notamment la question d'Harrison Ford. Quand il est dedans, on te fait des références au premier film. Ces références-là, tu n'as pas besoin de les connaître parce qu'on te les explique. Si tu es tout frais dans cet univers, on t'explique un peu ce qui se passe dans Blade Runner 2049. Mais voilà, si tu connais un peu l'ensemble du premier film, là tu fais ah ouais, finalement tu comprends que c'est beaucoup plus profond que ce que le film 2049 essaye de t'expliquer quoi. Donc voilà, c'est à la fois un film très indépendant, mais qui reste une suite quoi. Donc, mais c'est bien d'avoir une suite qui se veut indépendante. Et il le fait sur beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que Harrison Ford, sans trop spoiler, mais ça je crois que c'est dans les bandes annonces, il vit dans ce qui ressemble à un désert. Je vais pas vous en dire plus, mais il vit dans ce qui ressemble à un désert. C'est désertique, il n'y a plus personne. Donc en fin de compte, c'est les vestiges du passé qui essayent de remonter, mais c'est pas pour autant que c'est Harrison Ford le héros, c'est Ryan Gosling. Donc du coup, voilà, c'est Denis Villeneuve qui est en train de te dire d'accord, je suis en train de traiter Blade Runner, mais je fais un Blade Runner actuel. Je suis en train de vous montrer que Harrison Ford existe encore, donc le premier Blade Runner existe encore, mais moi, je fais mon Blade Runner avec Ryan Gosling. Donc, moi j'adorais, voilà, le gars ne se fout pas de notre gueule, et ça fait plaisir, parce que quand t'entends parler d'une suite, d'un reboot, d'un remake ou que sais-je, t'as généralement l'impression qu'on va se foutre de ta gueule et que c'est juste parce que le nom de la franchise est lucratif. Là non, il y a un auteur derrière, et quand il y a un auteur derrière qui te fait de la SF de ce calibre, ben t'es aux anges quoi, t'es complètement ébahi parce que tu vois, moi je suis sorti de la salle, j'avais un grand sourire et en même temps j'étais déjà mélancolique de ne pas pouvoir rembobiner les images pour aller à des scènes qui m'avaient beaucoup intéressé, que j'avais trouvé sensationnelles, des émotions que le film m'a transmis. C'est une grosse expérience cinématographique, hein. Vous allez voir ça au cinéma, c'est une grosse claque. C'est une grosse claque parce que notamment au niveau du son, il y a un son qui est très synthétique, synthétisé à la manière du premier Blade Runner, mais il y a aussi
bon, ça c'est typique de Hans Zimmer, mais les comme ça là, qui sont très organiques et qui font trembler la salle. Et je peux vous dire que ça instaure une ambiance comme ça, de à la fois malsaine et en même temps très lisse, c'est-à-dire que toutes les lumières, enfin il fait sombre, mais d'un autre côté, tous les monuments sont lisses, les environnements dans lesquels on va généralement sont très clean, voilà, t'as l'impression que c'est aseptisé, et d'un autre côté, les anciens répliquants, eux, sont dans une ambiance de villes délabrées, de pièces délabrées, de pièces très old school, et loin de la SF finalement. Et donc, voilà, voilà, je pars un peu dans tous les sens parce que comme je vous dis, il y a tellement de richesse dans ce film, mais allez le voir quoi. Allez le voir, vous allez prendre une claque dans la gueule. Bon, il y a quand même des trucs qui sont saoulants, hein, genre Sony qui fait du placement de produit là en mode hey, vous avez vu notre logo? J'ai jamais vu un placement de produit aussi énorme. Alors, je veux bien que ce soit eux qui produisent le film, mais de là à foutre Sony partout comme ils font dans Hotel Transylvania, etc., arrêtez de vous foutre de notre gueule. Faites pas chier, sérieux, avec le placement de produit. On a compris que c'était un film Sony. Bon, il y a quand même le coup des abeilles là qui m'a un peu dérangé, parce que bon, les abeilles, comment elles font pour se nourrir et comment elles font pour leur ruche, quoi. Enfin, après, c'est peut-être des abeilles robotiques, je n'en sais rien, mais sur le coup, ça m'a paru un peu bizarre, hein. Comme voir un chien, apparemment des chiens ça n'existe plus, et lui il sort d'où ce chien? Donc voilà, ça c'est des tout petits trucs, mais vraiment tout petits qui en plus ne sont pas, n'ont pas d'impact sur l'histoire. Donc finalement, c'est des petites broutilles comme ça où tu dis ah bon, pourquoi tu l'as mis? Je comprends pourquoi il l'a mis. Par exemple, les abeilles, c'est parce qu'on sait que les abeilles aujourd'hui, clairement, il y en a de moins en moins, et donc pour polliniser, c'est mort, et on commence quand même à se demander si on va pas faire des abeilles robotiques pour pouvoir polliniser, quoi. Parce que l'humain est trop con pour se dire que c'est pas... Enfin, en fait, l'humain est tellement con qu'il va se dire on va créer des abeilles robotiques plutôt que de se dire on va sauver les abeilles organiques, tu vois. C'est la crétinerie humaine à l'état pur, quoi. Donc voilà, j'ai compris pourquoi il l'avait mis, mais d'un autre côté, je trouvais pas ça très rationnel, très logique. Donc en résumé, le film a vraiment une patte, hein, c'est la patte de Denis Villeneuve. Ce n'est pas une redite du premier Blade Runner, pour moi, il va beaucoup plus loin. Il prend la même forme finalement dans la narration, avec cette lenteur, cette musique de Hans Zimmer qui ressemble un peu à Vangelis, mais il va beaucoup plus loin. Il exploite des nouveaux thèmes, des thèmes que Blade Runner, le premier, ne pouvait pas aborder parce qu'ils n'étaient pas nécessairement d'actualité. Aujourd'hui, le transhumanisme et autres, c'est encore de plus en plus d'actualité. Donc voilà, il est magnifique pour les yeux, il est magnifique en tant qu'expérience cinématographique avec le son qui fait vibrer ton siège, quoi. C'est juste incroyable. Et donc, si j'ai une note à lui donner sur top 250, c'est top 250, voilà. Parce que, ok, ça va être du 9,9 sur 10, parce qu'il y a des tout petits trucs qui m'ont dérangé. Mais waouh, j'adore quand on me livre un film qui a quelque chose à raconter, et qui le raconte très bien, sans que tu dises « Oh, ok, tu te fais de la branlette intellectuelle ». Non, carrément pas, quoi, putain, c'est à la fois divertissant, intelligent, beau visuellement, enfin, voilà, quoi, je crois que c'est un des meilleurs films de l'année, tout simplement. Voilà, ça fera peut-être partie de mon top 10 de l'année 2017. Donc, Blade Runner 2099, 2099, le mec qui dit trop de comics en fait, hashtag Spider-Man 2099, quoi. Donc, Blade Runner 2049, je vous conseille vraiment d'aller le voir et je vous dis à la prochaine. Salut.